Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler d'une boutique éphémère ouverte par un collectif de créateurs de l'agglomération grenobloise, un collectif représenté sur ce plateau par Emeline Lambrette. Bonjour. Bonjour. Vous créez des bijoux, Emeline. Et à côté de vous, Alexandre Jobert est graphiste. Bonjour. Alexandre. Et vous, c'est dans le dessin que vous vous illustrez, on verra ça tout à l'heure. On va parler également de polar avec Elsa Roque, auteure de romans policiers. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le dernier de vos ouvrages est sorti aux éditions Kallmann-Lévy, La fureur des mal-aimés. Et puis du polar, du roman policier à la réalité, il n'y a parfois que l'épaisseur d'une feuille de papier. Jacques Dallès, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le procureur général près de la Cour d'appel de Grenoble. Vous veillez à l'application de la loi et au bon fonctionnement de la justice sur la juridiction de Grenoble. C'est une lourde responsabilité quand on est procureur. On essaye. On essaye, c'est pas toujours facile, mais bon. Je pense qu'effectivement, on est conscient de la complexité d'une tâche comme la vôtre. C'est vous, par exemple, qui décidez d'engager des poursuites contre telle ou telle personne. C'est un peu le rôle du procureur. C'est le procureur de la République qui est chargé d'exercer des poursuites lorsqu'un délit, un crime se commet. Alors, on va parler d'un sujet qui vous intéresse particulièrement, les cold cases. Alors, dossier froid en français, comment on peut le définir, ce terme ? Oui, c'est un terme anglo-saxon qui est bien à la mode, on voit ça dans les séries. Ce sont des crimes non élucidés, qui sont classés ou qui sont toujours en cours d'enquête, mais c'est l'énigme, on cherche l'auteur et ça alimente tout un travail d'enquête qui peut durer très longtemps. C'est aussi un sujet de film, de roman policier. C'est une réalité malheureusement qu'on connaît dans les tribunaux. On va dire que le cold case le plus emblématique peut-être en France, c'est l'affaire du petit Grégory. Oui, voilà un exemple. Il y en a d'autres. La tuerie de Chevaline dans notre région en 2012, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent... L'affaire du pont de Ligonnès, est-ce que c'est un cold case ? On ne sait pas. Beaucoup dans l'histoire judiciaire criminelle, on a un grand nombre d'affaires, grandes ou petites, qui n'ont jamais été résolues. Il y a du travail à faire. Et justement, vous avez piloté un groupe de travail sur ces cold cases avec la clé des propositions pour essayer d'améliorer l'efficacité de la justice, hein, c'est ça, sur ce type d'affaires ? Oui, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai été juge d'instruction, j'ai instruit des affaires que je n'ai pas pu élucider, des crimes de sang. Et avec un groupe de travail, on a réfléchi à ça sous l'égide du ministère de la Justice et on a produit un rapport cette année qui fait un certain nombre de propositions pour améliorer le traitement judiciaire des cold cases. Et ce qui est bien, c'est que le Parlement commence à reprendre quelques-unes de ces idées. Donc j'espère qu'on avancera dans un traitement un peu amélioré de ces affaires qui ne sont pas forcément toujours très bien traitées dans les tribunaux. C'est frustrant, j'imagine, quand on est juge d'instruction et qu'on n'arrive pas au bout d'un dossier. Oui, parce que quelquefois, il n'y a pas d'éléments matériels, on n'a pas d'auteur évident, il peut y avoir des ratés aussi dans le début de l'enquête. Aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, on peut élucider des affaires des années après, et on peut penser que dans 20-30 ans, on aura encore amélioré les choses. Donc c'est vraiment un travail de réflexion et aussi une volonté qu'on doit avoir pour faire avancer ce dossier et aussi tenir informés les familles, qui est un vrai sujet aussi. Oui, parce que si c'est frustrant pour le juge, ça l'est encore plus pour les familles qui sont directement concernées par ces affaires. On parle en moyenne de 200 crimes en France qui seraient non élucidés chaque année. Vous confirmez cet ordre de grandeur ? Il y a actuellement entre 800 et 900 meurtres par an. Et on dit qu'il y a à peu près 20% qui ne sont pas élucidés. Alors, ils peuvent être 1 an, 2 ans, 3 ans après, ou 20 ans après, 25 ans après. Il y a quelques mois, on a sorti un dossier, un double homicide qui remonte à 1993, et l'auteur présumé a été interpellé en 2021. Donc, vous voyez, 28 ans après, donc il ne faut rien lâcher. Et ça, on en a partout en France, des affaires comme ça. Certaines ont défrayé la chronique, et d'autres sont passées inaperçues, mais pas pour les familles, évidemment, qui gardent ça comme une souffrance qui va durer. Alors chez nous, en Isère, il y a
il y a un cold case qui dure depuis des décennies, qu'on a résumé sous l'appellation les disparus de l'Isère, qui concerne des jeunes enfants essentiellement. Des enfants disparus dans les années 80, 85, 90. C'est autant de cold case. Certaines affaires ont été élucidées, d'autres pas du tout. Et il y a toujours des instructions en cours au tribunal de Grenoble. Donc, ce qui montre que des années plus tard, on peut continuer à travailler avec un espoir qui se réduit au fil des années, mais il faut garder espoir. Et peut-être que la science va nous aider dans quelques temps. Après, vous savez, le problème, c'est que l'auteur ou les auteurs, ils vieillissent aussi. Et ils peuvent disparaître de leur belle mort, tout simplement. Et donc, ce sera impossible de confondre quelqu'un qui aura tué, mais qui sera mort de façon, je dirais, naturelle. C'est aussi une difficulté. Ouais, sur ces dizaines de disparitions d'enfants, vous parliez des élucidations tardives. Il y a eu le crime des 2 petites filles de Vorep dans les années 90, dont l'auteur a été arrêté, je crois, en 2013, Georges Pouille à Vorep, qui a été ensuite condamné. Donc il ne faut pas lâcher. Vous parliez des progrès de la police scientifique, ça c'est un axe important, l'ADN et tout ce qui va autour. Depuis les années 90-95, on utilise l'ADN, qui est un élément technique et scientifique qui peut confondre l'auteur d'un fait, qui laisse des traces biologiques. Et c'est grâce à ça qu'on élucide des affaires, parce qu'on ne peut pas trop tabler sur des aveux des années plus tard, ou des témoignages. C'est plutôt la preuve scientifique qui d'ailleurs, coupera court à des discussions. Si on retrouve une trace biologique de l'auteur des faits sur place, c'est qu'il y a quelque chose, même si ce n'est pas une preuve parfaite. Et la science évolue très vite et on a encore fait des progrès ces dernières années et je pense que dans les années à venir, on va encore avancer. D'où l'intérêt de garder ouvert le plus longtemps possible ces dossiers. Et de bien faire les prélèvements dans les premières heures d'un dossier. On appelle ça la scène de crime. Bien sûr, scène de crime, prélèvement, recherche, indices, traces. Même si ça paraît anodin, peut-être que des années plus tard, ce sera utile. Alors, je vais poser une question qui est peut-être pas politiquement correcte, mais est-ce qu'avoir un fichier des empreintes génétiques de l'ensemble de la population française, ça ne pourrait pas être un atout indéniable pour élucider des affaires rapidement? Pour l'instant, il y a un fichier des empreintes génétiques des personnes soupçonnées qui ont été interpellées sur différents méfaits. Et certaines peuvent matcher avec un crime. Après, c'est au législateur, c'est à la société de dire si elle veut sur un fichier général. Pour l'instant, je ne suis pas certain que ça suscite un enthousiasme réel, mais peut-être que dans quelques années, on y viendra. Vous êtes déjà sûrement arrivé d'avoir l'empreinte ADN d'un meurtrier, voire d'un meurtrier d'enfant, et puis de ne pas pouvoir la corréler avec un fichier. Tant que l'empreinte ne correspond pas à une empreinte dans un fichier, on ne pourra jamais identifier la personne. Et effectivement, peut-être que dans 20, 30, 40 ans, les choses seront... Dès la naissance, ça posera des problèmes éthiques, on prélèvera l'ADN d'une personne qui la suivra. On peut tout imaginer. On peut imaginer une puce GPS qui soit injectée à la naissance et on pourrait imaginer qu'il n'y aura plus de disparition de personnes dans ces conditions. Mais vous voyez que ça pose des problèmes de fond, éthiques, moraux, etc. Et ça, ce seront nos successeurs qui en décideront. Parmi les propositions que vous avez faites dans ce groupe de travail, il y avait celle de créer un site internet dédié à ces affaires. C'est quoi l'objectif? C'est que tout le monde puisse s'en emparer? Oui, c'est de rendre public. Il y a des émissions de télévision, appel à témoins, de recherche, de témoignages. On sait que beaucoup de personnes sont touchées par l'image et pas forcément par le journal. Il faut donc toucher le plus grand public. L'intérêt, c'est d'avoir un site qui répertorierait toutes les personnes disparues. Parce que des personnes disparues ont peut-être été assassinées, de façon à susciter des témoignages, raviver une affaire. Et ça marchait quelquefois, pas toujours. Et je crois qu'il faut qu'on utilise tous les moyens modernes pour toucher du monde. Et je crois qu'on ne doit pas se priver de ces moyens qu'il faut organiser, codifier, réglementer. Il faut qu'on touche le plus grand. Des personnes peuvent avoir vu quelque chose d'anodin, mais qui aura une importance des années plus tard. Appel à témoins de façon nationale, si possible, sur une émission qui va toucher des centaines de milliers de personnes. Donc Télé Grenoble, par exemple. Nous, on est toujours au service de la justice quand ça concerne effectivement notre périmètre, et ça nous arrive de relayer de temps en temps des appels à témoins. C'est vrai qu'on voit de plus en plus à la télé des émissions sur les faits divers, sur les affaires judiciaires françaises. C'est une bonne chose pour vous, ça va dans ce sens de faire connaître... Oui, c'est toujours une bonne chose. Après, vous savez que certaines émissions, certaines séries de fiction font des raccourcis. On a l'impression qu'avec un poil, on va retrouver l'auteur immédiatement. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Même en 2021, où les choses ont changé, il y a quand même tout un travail de fond, d'enquête. Quelquefois, il y a des raccourcis, mais qu'on peut comprendre dans l'hypothèse d'une fiction, bien sûr.
Alors heureusement, tous les meurtriers ne restent pas impunis. Une majorité quand même d'affaires sont élucidées. Il y a un procès qui va faire du bruit à Grenoble en 2022. C'est celui de Nordal Lelandais, qui a avoué avoir tué la petite Maëlys lors d'une fête de mariage. C'était le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère. C'est un procès qui, évidemment, va susciter beaucoup d'émotions. L'affaire avait été très, très suivie dans les médias dans les mois qui ont suivi. Il y a un dispositif particulier qui va être mis en place au Palais de Justice. Là, on voit justement l'arrivée de Nordal Lelandais lors d'une de ses auditions. Comment vous allez gérer ce procès ? Oui, le procès, les dates sont fixées, 31 janvier, 15 février de l'année prochaine. Un gros dispositif à la fois d'accueil du public, même si on ne pourra pas accueillir forcément tout le monde, avec une salle avec écran, sécurisation, etc. Sans doute une presse nombreuse, des médias nombreux. On est sur ce qu'on appelle un procès sensible. Donc on y réfléchit déjà depuis un certain temps. On l'a fait aussi avec les avocats des victimes du mis en cause. Et je pense qu'on aura un procès, j'espère qu'il sera satisfaisant. Et il faut aussi qu'on sache accueillir les familles, parce qu'il y a plusieurs victimes dans cette affaire. Il n'y a pas que la petite Maëlys. Oui, il y a d'autres jeunes filles qui ont été victimes. Il faut qu'on essaye d'organiser un procès qui soit serein, qui soit calme, un peu comme celui qui s'est passé d'ailleurs à Chambéry avec l'affaire du caporal Noyer, qui s'est très bien passé. Mais vous savez, chaque procès est spécifique. Donc on espère, en tout cas, on organise tout cela pour que le procès se déroule dans de bonnes conditions. Nordal Lelandais qui a effectivement déjà été condamné à 20 ans de prison pour un autre meurtre qui avait été commis avant cette affaire, qui était d'ailleurs une affaire non élucidée pendant plusieurs années. Il y en a peut-être d'autres derrière le cas Lelandais, d'affaires non élucidées, de cold case. On ne sait pas, il y a des investigations en cours. Après, ce n'est qu'à posteriori qu'on pourra avoir une idée de la réalité, mais il faut sortir un peu du schéma du tueur en série multiple, vous savez. Voilà, c'est des choses qu'on évoquera sans doute lors du procès, mais on attend que les enquêtes évoluent. Il y a des disparitions non élucidées actuellement dans la région. On verra si on peut faire avancer les dossiers. Un procès comme celui-là, comme tous les procès d'assises, c'est ouvert au public, n'importe qui peut venir assister ? Tout à fait. Alors on aura sans doute une capacité d'accueil limitée, une jauge. On accueillera d'abord les familles, la presse. Il y aura une salle déportée avec écran. Et le public, et c'est l'intérêt justement de la justice qui est ouverte à tous les citoyens. Et c'est quelque chose, il y aura d'ailleurs des jurés qui seront tirés au sort pour composer la cour d'assises. Ça vous est déjà arrivé d'être tiré au sort pour un juré d'assises ? Jamais. Ça peut arriver. Oui, ça arrive. On peut être inscrit sur les listes électorales. C'est le hasard et on n'a pas le droit de refuser, si je me souviens bien. Non, c'est une obligation civique, sauf raison médicale ou bien justifiée. Mais je crois que toutes les personnes qui ont siégé en cour d'assises en étaient heureuses finalement. Elles ont un autre regard sur la justice. C'est pas la même chose de commenter un procès Café du Commerce et de venir et de le vivre. C'est très différent. Et puis d'en être un acteur, puisque ce sont les jurés qui décident de la sentence. Il y aura des jurés qui seront tirés au sort. C'est forcément des Isérois qui seront tirés au sort pour le procès de Nordal Lelandais. Des personnes majeures qui habitent dans l'Isère. La circonscription. Voilà. Et on espère qu'on tirera au moins 6 jurés, même certainement plus, parce que le procès va durer un peu, pour composer la cour d'assises. Bon. Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma, Jacques Dallest ? Bien sûr. Oui, ça vous arrive ? Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez vu le film Bac Nord, qui était un des gros succès de l'été avec la réouverture des cinémas, un film de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch, qui s'inspire d'une histoire vraie de flics de la BAC marseillaise accusés d'avoir franchi la ligne rouge pour déjouer des réseaux de trafic de drogue. Si je vous en parle, Jacques, c'est que vous étiez en place à l'époque à Marseille, vous étiez procureur sur cette ville, et c'est vous qui avez donc dirigé cette affaire. On vous voit d'ailleurs un moment dans le film, alors c'est pas une scène que vous avez jouée, c'est un extrait d'archives de l'époque. Oui, moi j'ai pas suivi l'affaire dans son entièreté, parce que j'ai quitté Marseille, mais j'ai ouvert l'enquête, l'instruction qui a donné lieu à des mises en examen d'un certain nombre de policiers qui ont été jugés il y a quelques mois. Je crois qu'il y a un appel d'ailleurs, l'affaire n'est pas terminée, et le film s'inspire, même si le film n'est qu'une vision tronquée de l'affaire, côté police, c'est un film dynamique, plutôt intéressant. Il y a quelques caricatures quand même, il faut le dire. On voit là d'ailleurs des scènes de violence dans les quartiers marseillais. C'est à l'image de ce que vous avez vécu ou c'est un peu exagéré ? À ce point-là, j'ai beaucoup fréquenté malheureusement les quartiers nord sur des règlements de compte. C'est dur, ce sont des quartiers difficiles pour les forces de police. On n'y pénètre pas si facilement.
Mais on peut faire son travail. J'ai trouvé quand même qu'il y a quelques excès dans le film, sur la façon l'hostilité que manifeste. C'est pas aussi net que ce que le film le dit. Mais c'est plutôt bien joué avec des acteurs du coin, manifestement. Et c'est assez réaliste. C'est un peu l'intérêt du film. Vous l'avez vu, ce film, Bacna? Oui, moi, Elsa? oui, parce que je l'ai trouvé très, très énergique. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est le mot qui me restera. L'énergie. Énergique. C'est vrai que c'est un bon film policier. On se laisse porter par l'action, C'est bien joué. par Des bons acteurs. par l'histoire. Et bon, on a un petit penchant quand on regarde le film. On s'attache aux personnages, aux flics ripoux, entre guillemets, qui sont joués dans le film. Le procès, vous l'avez dit, effectivement, a eu lieu. Sur les 18 policiers de la BAC de Marseille qui étaient impliqués dans ce procès, 11 ont été condamnés avec des peines de prison avec sursis. C'était une vraie... comment dire ? Maintenant que le procès a eu lieu, on peut lire. Il n'est pas terminé puisqu'il y a un appel. Il y a un appel derrière. Il va être rejugé en cours d'appel des années plus tard, parce que moi j'ai quitté Marseille en 2013. Vous voyez qu'on l'a jugé en 2021, je crois. Oui, ça a été jugé cette année. Donc ça montre la longueur de l'enquête. Voilà, on espère que la vérité judiciaire sera dite en appel. On compare souvent Marseille à Grenoble en termes de criminalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été en poste dans les deux villes? Vous avez vu la série de règlements de compte qui ne se termine pas, d'ailleurs, à Grenoble. Il y en a quasiment toutes les semaines. Non, Grenoble, c'est... l'agglomération marseillaise, c'est 1 million d'habitants. C'est pas la même taille que Grenoble. C'est une ville pauvre, une ville qui a une tradition de banditisme. Mais Grenoble a quand même une délinquance assez forte et des violences qui ne sont pas forcément à la mesure à la taille de la ville, qui n'est pas une ville immense, Grenoble. Et ça interroge. Il y a eu du banditisme grenoblois, il y a des règlements de compte, malheureusement, aussi pas dans la même intensité. Beaucoup de trafic de drogue et il y a quelques similitudes. Mais d'autres villes en France sont concernées. Je crois qu'on le voit tous les jours. Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma? Est-ce que vous avez le temps de lire des romans policiers? Est-ce que c'est votre cam, entre guillemets? Oui. Alors, plutôt les romans classiques, anciens. Je suis un fan d'Edgar Poe, qui était un peu le père du roman policier, merveilleusement traduit par Baudelaire. Mais il y a de très bons romans, dont celui d'Elsa Rock, que je recommande aux lecteurs de polar. Eh ben on va en parler, justement, des romans d'Elsa Rock. Auteur déjà de 4 polars, 4 romans policiers. Je ne sais pas si vous les classez dans cette catégorie, mais... Oui, littérature noire, ça va. Bon, vous êtes édité aux éditions Calman-Lévy. C'est le dernier, La Fureur des mal-aimés, qui est sorti il y a quelques mois. Comment on fait quand on est un écrivain grenoblois pour rentrer dans une grande maison d'édition comme celle-là? Alors, j'ai très longtemps attendu avant d'envoyer mon premier manuscrit, parce que de Grenoble, je ne connaissais absolument personne du milieu littéraire parisien, que je savais assez restreint malgré tout. Et par comble de masochisme, dans mon bureau, j'avais affiché des images d'éditeurs à l'époque avec des sacs postaux remplis de manuscrits. Donc, ce qui me retenait d'envoyer. Vous disiez, il va finir dans un sac à la poubelle sans que personne ne le dise. Personne n'ouvrira jamais le mien. Et puis, j'ai envoyé. Et puis, ça a fonctionné. On vous a rappelé, on vous a... Par mail, quelques mois plus tard, les contes de fées. Vous êtes venu comment à l'écriture de romans policiers? Je suis venue d'abord à l'écriture tout court, très vite, très tôt, très jeune, enfant un petit peu, et puis au début de l'adolescence, sous forme de poèmes. Ensuite, un roman de littérature blanche, donc, que je lisais beaucoup. Et j'ai eu besoin après d'explorer d'autres... De trouver mon espace. J'ai découvert le polar que je ne lisais pas. Ma meilleure amie m'a envoyé un polar que j'ai trouvé extraordinaire de Denis Lehane. Et j'ai dit, si c'est ça le polar, alors je vais en faire. Alors, contrairement à Jacques Dallès, ce n'est pas votre univers professionnel? Non, absolument pas. Vous êtes psychologue, c'est ça? Oui, je suis psychologue clinicienne, mais la violence, elle est partout. En justice, en psycho, partout. Comment vous inspirez alors pour imaginer vos histoires? Alors, pas de ma vie déjà, pas de mes passions non plus. Justement, j'écris des polars pour me détacher un petit peu de tout ce qui est autofiction, qui marche pourtant bien, mais qui n'est pas ma tasse de thé. Donc, je m'inspire de l'être humain, des failles. Je pars d'une blessure en général que j'ai envie d'explorer. J'ai envie de tendre un miroir au public, au lecteur, et j'y vais. Quand vous démarrez un roman comme... le dernier, toute l'histoire est déjà dans votre tête, l'intrigue, le dénouement, etc. Ou vous avancez, vous partez un peu à l'aventure? Non, je ne pars pas à l'aventure, j'ai au moins la fin.
parce que comme je parle d'une blessure, je veux savoir, moi, qui la cause. Et si je sais qui la cause, j'ai ma fin. Ensuite, les personnages peuvent m'amener en cours de route à quelques digressions, mais j'ai mon début et j'ai ma fin cadrée. Alors, votre dernier roman, c'est une histoire de famille, on peut dire, et de vengeance, hein, sous fond d'inceste. La Fureur des mal-aimés, c'est le dernier sorti, mais je crois que c'est pratiquement votre premier manuscrit dans cet univers un peu sombre. Oui, j'avais commencé en fait avant mon premier chez Kallmann, qui était Ce qui se dit la nuit. J'avais écrit celui-ci, mais qui n'était absolument pas abouti. Et j'ai désiré le reprendre avec l'expérience nouvelle que j'avais entre les mains et en faire un livre tel que je l'avais imaginé. On a vu également la couverture du Baiser de l'ogre, qui est un de vos succès, c'est le précédent livre. Oui. Un auteur comme ça, chez Kallmann Lévy, vous en vendez combien sur un exemplaire, enfin, sur un bouquin? Combien de bouquins on vend? Ouais. Alors là, ça change à chaque fois, mais enfin, moi, je débute. Quelques milliers, hein, n'allez pas imaginer des succès littéraires colossaux. C'est assez compliqué de se faire une place. Aujourd'hui, c'est une activité complémentaire à ce que vous faites, ou vous commencez à vous dire que ça peut devenir un vrai job, entre guillemets? Aujourd'hui, j'aime tellement ça que j'ai mis mon activité de psy entre parenthèses pour donner toutes les chances à l'écriture, parce que l'écriture, pour moi, est chronophage. C'est non pas H24, ce serait exagéré, mais c'est vraiment de grosses journées. Il faut combien de temps pour sortir un livre comme cela? Celui-ci, il a fallu 1 an et demi, entre 1 an et 1 an et demi, mais c'est du travail non-stop, vraiment. Ça vous arrive, votre personnage principal, c'est un commissaire Marsac, qu'on retrouve Oui. dans les romans, auxquels vous donnez une caractère, une psychologie particulière. Ça vous arrive d'échanger ou d'essayer d'échanger avec justement des gens du milieu, de la justice ou de la police, pour voir si ce que vous racontez est, on va dire, en phase avec la réalité? Alors, pas avec la justice, mais oui, j'en rêverais. Je rêverais d'écrire un polar autour du monde de la justice, des cold cases, c'est passionnant. Bon, mais pour l'instant, non, chaque chose en son temps. Et au niveau de la police, j'ai quelques relations, mais en fait, je fais un travail de recherche. C'est beaucoup, notamment, je vois que vous avez oublié nos promesses sur votre table, Voilà, qui parlent notamment de c'est les deux que j'ai l'Afghanistan. lus, donc je les ai amenés. Ok. Et là, c'est le travail de recherche qui fait tout. Je me fais confiance pour les recherches. Pour l'instant, ça va. Bon, en tout cas, mon humble avis, c'est très crédible, donc je pense que vos recherches sont efficaces. Jacques, vous auriez plein d'histoires à raconter, vous, sans aller chercher très loin l'inspiration avec votre parcours. En 2015, j'ai sorti un bouquin un peu de mémoire où je crois que j'évoque 140 meurtres que j'ai vécus, toutes sortes, hein, dans ma carrière. Et je me dis que certains pourraient, alors c'est résumé de façon très rapide, pourraient inspirer, pourquoi pas, un romancier. Parce qu'il y a des meurtres banals, puis il y en a d'autres qui sont assez improbables. Moi, j'ai des scénarios, on n'imaginerait pas ça dans une fiction, tellement ça on dirait peut que c'est paraître... trop gros. Et voilà, des trucs incroyables. Et donc, je me dis que même dans la réalité, dans l'actualité, d'ailleurs, certains écrivains font des livres à partir de faits divers. Hein, je crois. Oui. Philippe Janeda, il est là-dessus des grands procès. On retrouve dans la réalité criminelle de quoi inspirer des auteurs. Il y a une richesse assez extraordinaire. Ça marche bien, d'ailleurs, espèce de docu-fiction ou de romans. Avec Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, les titres. Ils sont très beaux. Hein, La Fureur des mal-aimés. C'est joli. Oubliez nos promesses. Oui. On avait le Baiser de l'ogre tout à l'heure. C'est plutôt... Parce que souvent, les titres de polar, c'est un peu classique. La lame, le sang, les choses comme ça. Oui, là, ça interroge. On se demande Oui, ce qu'il y a moi, derrière. j'aime les mots, en fait, fin. j'écris parce que j'ai l'amour des mots. C'est bien. Je veux que ça se voit. Les prochains sont déjà, ou le prochain est déjà en route, comment? En cours, ouais. En cours d'écriture. On sera encore dans le même univers? Ah, vous risquerez peut-être d'être surpris. On va voir, ouais. J'ai envie. Meurtre à Télé-Grenoble. Si on peut inspirer une romancière, nous... Avec un titre pareil, alors. Oui, non, il faut changer de titre. On va changer le titre. Bien sûr. En tout cas, peut-être que vous pourrez vous appuyer sur les souvenirs ou les bons conseils de Jacques Dallès. Dans 140 meurtres, ça permet d'avoir un peu de matière pour les prochains romans. D'ailleurs, je crois que vous avez un projet aussi de livre sur les cold cases, Jacques? Oui, qui devrait sortir fin 2022, si tout va bien, inspiré de l'actualité, de la réflexion dont on a parlé, de l'histoire criminelle, et malheureusement de choses qui vont arriver dans les mois à venir, sans doute. Donc,
il y a matière à réflexion en convoquant aussi des auteurs anciens, ceux qui ont réfléchi sur la question depuis longtemps. Très bien. La fureur. Monsieur Sherlock Holmes, qui n'est pas disponible en ce moment. Il est très pris. Il est très pris un peu partout dans le monde, Sherlock Holmes. Plutôt que de lire Sherlock Holmes, je vous conseille donc le dernier d'Elsa Rock, La Fureur des mal-aimés. Et puis si vous cherchez d'autres idées de petits cadeaux pour faire plaisir et avec un lien sur notre territoire, vous restez avec nous. On va en parler tout de suite. C'est fait ici. On va parler d'un collectif de créateurs grenoblois qui se regroupe au sein d'une boutique éphémère. Mais Emeline Lambrette et Alexandre Jaubert. Alors Emeline, je l'ai dit, c'est les bijoux. Alexandre, les illustrations, le graphisme, le dessin. Votre boutique, votre concept, votre collectif s'appelle Artisanalp. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Vous venez donc d'ouvrir une boutique au centre-ville de Grenoble. Magasin éphémère. Vous savez déjà, avant même l'ouverture, que vous allez le fermer, Emeline, dans quelques mois. On aimerait le continuer, mais en fait, pour le moment, c'est un magasin qui est mis en place par la métro de Grenoble et qui a pour but de promouvoir justement l'artisanat local. Et du coup, il y a des créateurs qui changent un peu tous les 4 mois en moyenne. Et voilà, donc on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir ouvrir notre propre boutique. Et là, ça permet de regrouper 10 créateurs et de voir si ça peut fonctionner derrière. On va voir quelques images de ce magasin. Comment ça fonctionne, Alexandre, pour la gestion, tout simplement, quand on est 10 créateurs, chacun autonome, comment vous gérez ce magasin ? C'est comme une espèce de petite entreprise éphémère où on est sous forme d'association, mais le principe, c'est qu'on a tous mis la main à la pâte pour aménager le magasin avant l'ouverture. Et puis là, on a chacun un peu des rôles dédiés et puis surtout des permanences à tour de rôle pour tenir le magasin du mardi au samedi, qui soit ouvert du matin au soir. Donc c'est pas mal de boulot, mais je crois qu'on est tous autant passionnés de nos créations que de tenir cette petite boutique. Éphémère, ouais. Et chacun voit là les différents postes de créateurs. Chacun gère ses ventes, encaisse ses bénéfices, etc. Alors, on a un système d'encaissement qui est commun en fait, puis avec un système de code produit, chacun récupère évidemment sa part. Mais sinon, les stocks sont gérés chacun par. On a chacun notre petit stand et chacun gère sa petite boutique dans la boutique. Donc voilà. Ouais. Bon, on a vu que c'était, pour ceux qui ont reconnu en tout cas, dans le bâtiment de la Maison du Tourisme, donc en plein centre-ville. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Donc ces 10 créateurs sont sur des formats, on va dire, un peu différents. Là, vous m'avez amené quelque chose qui permet de conjurer les cauchemars, c'est ça ? C'est ça, c'est faire plaisir à mes filles. Un arbre de vie attrape-rêve, donc en macramé, donc, qui est réalisé donc, par Roat, qui fait vraiment tout ce qui est macramé, notamment tout ce qui est suspension murale, etc. On retrouve des fleurs séchées qui sont glanées, séchées, etc. par Maria, des savons qui sont faits à Fontaine, des illustrations souvent beaucoup d'animaux, etc. Après, il y a du textile, du upcycling textile, donc c'est du textile recyclé. Hein. Le principe, c'est Camille elle récupère des chutes en fait de tissu et elle en fait des trucs super chouettes. Des sacs à dos, des accessoires, des vêtements. Après, il y a de la couture, il y a plein d'objets en bois. Donc là, je vais le montrer celui-là parce qu'il est joli. C'est ça. Et des décorations luminaires décoratifs, donc qui peuvent faire par exemple éveil ou luminaire la nuit et décoration le jour. Tout est fait, on va dire, localement, à la main, dans des petits ateliers, c'est ça ? Ouais. Globalement, tout est fait dans l'agglo, fabriqué dans le coin, ouais. Pas Made in China, là. Non, ça va. Non, il n'y a pas de Made in China. C'est Made in Lamur, même. Made in Lamur, il n'y a pas deux créateurs qui font les mêmes choses. Oui, vous êtes répartis, entre guillemets, pour qu'il y ait du choix. Vous, Emeline, vous êtes sur la création de bijoux. On va en voir quelques-uns. Vous utilisez quel type de matériaux ? Alors, l'idée, c'était de pouvoir utiliser des matières qui puissent convenir à la majorité des personnes, donc en acier inoxydable, doré ou argenté, parce que c'est hypoallergénique et que c'est très résistant dans le temps. Et après, j'allie ça avec tout ce qui est matière un peu plus naturelle, comme les pierres fines, la coco, les coquillages, donc tout ce qui rappelle un peu... L'idée, c'est de rappeler un peu les îles, les voyages, etc. Ah, ça fait du bien, on les voit là, vos créations. Quand on dit bijoux, on pense toujours au prix. C'est quoi l'ordre de prix ? Alors là, en moyenne, on est plutôt sur du 20-40 euros. Voilà, donc pour que ça reste un peu accessible, on a des bijoux qui peuvent être un peu plus chers ou un peu moins chers. Et voilà, donc...
Ça reste largement dans mes prix. Oui. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut être une chouette idée de cadeau, local, mais avec un petit côté exotique. Vous, Alexandre, vous êtes sur ce type de produit. Alors, Jacques, qui aime bien la montagne, va peut-être reconnaître les sommets qui nous entourent. Ça, c'est le massif de Beldon. C'est ça, ouais. C'est une collection de 9 sommets de Beldon. Et des collections comme ça, j'en ai 17. Donc, on va de tous les massifs qui sont autour de Grenoble jusqu'à la Vanoise, la Corse, l'île de la Réunion. On va un peu plus loin. Et puis, j'ai aussi toute une série de grands sommets très détaillés, donc du coin surtout, ouais. Vous travaillez comment pour réaliser ces sommets? Alors, je travaille à partir de photos que je prends moi ou que je trouve sur Internet. Et voilà, je décide donc au feutre à l'encre de Chine sur papier. Et ensuite, je scanne en haute résolution le dessin pour pouvoir ajouter ensuite numériquement le nom des sommets, comme on voit sur ce modèle-là. Et ça me permet ensuite de pouvoir proposer des reproductions sur tout type de support. On vous voit, c'est un travail minutieux. Là, vous êtes chez vous, Oui. dans votre bureau, pour réaliser une montagne que vous avez sous les yeux en photo. C'est ça, ouais. Bah, c'est pas mal de boulot. C'est vrai que les petits sommets, finalement, c'est assez rapide. Mais j'ai des modèles qui font 80 cm. Voilà, par exemple, je pense à l'Obiu. Ça me prend entre 20 et 25 heures pour terminer le dessin. Donc, c'est un long boulot. Et c'est vrai que le moment où j'appose la signature à la fin, ça veut dire que c'est fini. C'est toujours agréable. Les sommets, on va dire, du territoire ont un peu plus de succès dans la boutique. Oui, globalement, ce qui est du coin a plus de succès. Après, les panoramiques plaisent beaucoup. J'en ai un pour chaque massif, Vercors, Beldon, Chartreuse. J'en ai un de Grenoble aussi qui est un peu plus fictif, on va dire. On retrouve tous les sommets, pas les sommets justement, mais tous les monuments emblématiques de la ville. Et celui-là plaît beaucoup. Ouais. On a les bulles, la tour Perret, etc. Ouais. Il faut combien de temps pour réaliser un sommet avec votre technique? Ouais, je dirais une vingtaine d'heures à peu près. Voilà, on va en accéléré pour le Mont Aiguille. Ouais. Ah, c'est en accéléré, ça. Oui, j'aimerais dessiner aussi vite, mais non, c'est entre 10 et 20 heures, on va dire, selon le modèle. Ouais. Oui, donc c'est plus rapide d'aller au sommet du Mont-Aiguille en marchant que de dessiner dans votre bureau. C'est ça. Le magasin est ouvert comme toutes les boutiques, toute la journée. Ouais, comment vous le gérez? On est ouvert de 10h à 19h. Pour le moment, en septembre, on est fermé le lundi, mais après, on sera ouvert toute la semaine, voire même le dimanche en période de fête. Et on sera là jusqu'au moins 31 décembre. Ah ben voilà, si vous voulez toucher des objets, parce qu'il n'y a pas que la vente sur Internet, c'est bien aussi de pouvoir toucher ce qu'on va acheter et puis de rencontrer les créateurs sur place. La boutique Pop-Up Store, c'est comme ça que le nom est donné, le nom générique de l'endroit, à la Maison du Tourisme à Grenoble. On va passer à la dernière partie de cette émission. Allez, il nous reste quelques minutes pour faire un tour de table avec nos invités du jour pour un coup de cœur, une idée de sortie, un lieu à découvrir dans la région grenobloise. On a déjà donné quelques pistes avec notamment l'atelier des créateurs. Jacques, puisqu'on parlait de livres, je crois qu'il y a un endroit que vous aimez bien sur Grenoble. Un endroit. Un boutique, un magasin, on va dire. Oui, plutôt une boutique. Alors moi, je suis un grand liseur, un grand lecteur, donc j'aime beaucoup la librairie Artaud, qui est quand même emblématique de la ville, qui est un bel endroit, je trouve. Parce que je n'habite pas Grenoble, moi-même. Mais un des rares commerces que je fréquente, c'est la librairie Artaud. J'y étais d'ailleurs tout à l'heure et je conseille à tous les amateurs de livres d'aller dans ces bels établissements. C'est quelque chose qui suscite la réflexion. On voit de tout, des polars, et on découvre des univers formidables. Ils ont une belle collection et puis un beau bâtiment. Beau bâtiment, tout à fait. On peut circuler d'étage en étage et dans les rues piétonnes, dans l'hyper-centre-ville de Grenoble. Et c'est vrai que c'est une librairie emblématique de la ville, qui avait failli fermer il y a quelques années et qui a été reprise avec succès. Est-ce qu'on y trouve ce livre en ce moment, Jacques, le guide et le procureur, un bouquin que vous avez sorti il y a un peu plus d'un an. En plein Covid, c'était pas terrible d'ailleurs. Il y a mieux, mais bon, ça permet d'en reparler aujourd'hui. Ça reste d'actualité de toute façon. L'idée, c'était de traiter de l'accidentologie de montagne par le prisme de la justice et des responsabilités. Avec deux co-auteurs qui sont des guides de haute montagne, dont l'un raconte son récit dramatique où il a perdu une cliente sous ses yeux, une avalanche en Italie. C'est une réflexion assez concrète sur les dangers de la montagne, avec l'accident qui peut arriver même aux meilleurs. Et on sait qu'à chaque saison, été comme hiver, il y aura des personnes qui décéderont en montagne. Il y a le risque, il y a l'accident fortuit, puis il y a aussi l'imprudence.
Et c'est un peu une réflexion concrète, illustrée à la suite de débats qu'on a fait à Grenoble et ailleurs devant du public. Je pense que ça peut être utile à tous les amateurs de montagne et aux juristes, évidemment. Surtout avec cette saison d'hiver qui s'annonce. Il y a de plus en plus, malheureusement, d'accidents en montagne. Je crois que vous le confirmez, avec les pratiques qui se diversifient. La montagne reste un endroit un peu exposé. Cela dit, laissons la liberté. Je suis contre la réglementation excessive en montagne. Je crois qu'à un moment, il faut que chacun assume les risques de la montagne. Et ça doit rester un espace naturel qu'on ne doit pas réglementer excessivement. Le guide et le procureur, c'est aux éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle. Passionné également par l'histoire, Jacques. Oui, pas très loin d'ici, le musée de la résistance et de la déportation. Alors ça aussi, je suis un grand passionné de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est un beau musée, vivant, impressionnant, qui mérite, je crois d'ailleurs, qu'il devrait un jour déménager, j'ai cru comprendre. Pour aller à l'ancien palais de justice. L'ancien palais de justice. Grenoble est une ville d'histoire, une ville de résistance, et je crois que cet endroit mérite qu'on y revienne. On parle beaucoup de dictature aujourd'hui, et là, quand on va au musée, on sait ce que c'est la vraie dictature, le nazisme, le totalitarisme, le génocide. Et il faut aller dans ce beau musée. Alors, on voyait des images de l'expo actuelle qui est consacrée au bal clandestin qui était organisé pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'insu des Allemands. Et je crois que vous avez un projet de livre aussi en lien avec la résistance. Oui, qui devrait sortir en début de l'année prochaine. Le procès des miliciens du Grand Bornand en Haute-Savoie. Le plus grand procès de l'épuration. 100 ont été arrêtés et les 3/4 ont été fusillés dans la foulée, juste à la Libération. Époque de la fureur de la guerre civile, malheureusement. Alexandre, une idée de sortie, peut-être hors de notre agglomération? Demain, j'allais proposer un super magasin de créateurs en centre-ville, mais on en a déjà parlé. Je crois qu'on en a pas mal parlé, on sait où il est, à la Maison du Tourisme. Non, moi, c'est une idée de sortie, c'est une rando que j'aime bien, c'est les passerelles du Monténard. Et un truc qui est sympa à faire, c'est prendre le bateau qui s'appelle l'Amira le matin, donc ça fait comme une petite croisière, on peut traverser le lac, et ensuite donc faire le tour des 2 passerelles et revenir à pied jusqu'au départ du bateau. Donc c'est une super idée de sortie familiale, bien accessible, qui se fait à pied et que j'ai beaucoup fait aussi en VTT. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les fréquenter, ces passerelles, Jacques. Elles sont assez impressionnantes, on les voit là en image. Je ne connais pas, parce que j'habite en Haute-Savoie, mais on a quoi faire en Haute-Savoie. Mais c'est magnifique, effectivement. C'est une bonne façon de visiter. Alors, je ne voudrais pas faire le chauvin, mais je pense qu'en Haute-Savoie, vous n'avez pas des passerelles aussi impressionnantes que celles Non, exact. de Monténard. Mais il y a des belles choses aussi pour les balades en montagne autour d'Annecy, ça c'est clair. Donc les passerelles du Monténard, hein, pour l'automne, c'est effectivement une bonne idée. Emeline, un petit bon plan? Alors moi, ça serait plutôt un restaurant qui nous ferait un petit peu voyager. Donc c'est le Colimba qui a ouvert juste avant la période du Covid, pareil. Et donc qui fait de la cuisine sud-américaine, qui est assez festif et qui aime bien promouvoir un peu la culture équatorienne, chilienne, etc. Et donc à l'occasion de fêtes nationales, ils n'hésitent pas à faire un peu des petites soirées sud-américaine. N'hésitez pas à faire un tour. Colimba, c'est Place Lavalette, en face du musée de Grenoble. Ce qui est bien avec la cuisine, c'est qu'effectivement, on peut voyager en restant chez soi, simplement en poussant la porte d'un restaurant. Elsa, je crois que vous aussi, vous êtes inspirée par un bon plan culinaire. Oui, je me suis dit aller pour prolonger l'été, tenir à distance la dépression saisonnière qui nous guette. Si on allait au Cirtos, c'est un petit resto grec sur les quais et que j'adore. Parce je trouve qu'on en sort toujours plus heureux que lorsqu'on y est entré. C'est beau, les assiettes sont belles, c'est simple. C'est une cuisine généreuse, familiale, sans fausses notes. Elle va très bien. Sur les quais côté Saint-Laurent. Oui, côté Perrières, c'est le quai Perrières. Voilà, rive droite de l'Isère. Il n'y a pas que des pizzerias des Italiens, il y a aussi des restaurants qui nous font voyager un petit peu plus loin. Jacques, pour finir, un événement pour le grand public qui veut s'intéresser un peu plus près à la justice, c'est la nuit de la justice. La nuit du droit. La nuit du droit. Qui est organisée au niveau national. Tous les palais de justice ne la font pas. Nous, on l'a fait il y a 2 ans. C'était un grand succès. Le palais de justice est ouvert toute la journée, jusqu'à 22h. Et à partir de 16h, des stands professionnels, police, gendarmerie, justice et autres, seront proposés aux visiteurs, ainsi que des conférences, des tables rondes sur des sujets d'actualité, toutes sortes un escape game, des présentations dynamiques, etc.
pour occuper le public. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, qui s'intéressent pas seulement au droit, mais à la justice et à tout ce dont on parle souvent, malheureusement, dans l'actualité. Et ben voilà, ce sera lundi 4 octobre, c'est la date symbolique tout à fait. chaque année de cette nuit du droit, le 4 octobre, donc au Palais de Justice de Grenoble, à partir de 16h. Mais le palais est ouvert toute la journée. Oui. On peut venir en simple badaud dans un palais de justice. On peut aller voir comme ça. Il faudra le pass sanitaire, évidemment, pour entrer, mais je crois qu'on y passe un bon moment, il y a une bonne ambiance. Vous faites pas la nuit blanche quand même Non, on évite, mais on pourrait. On en fait des fois à titre professionnel, des nuits blanches, mais bon. Bon, bah, très bien. Lundi 4 octobre, donc, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu plus la justice locale avec leurs professionnels. Merci à tous les quatre d'être venus, d'avoir habillé ce plateau avec vos livres, avec vos objets créatifs. Nous, on se retrouve très vite pour une autre émission. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ce programme sur notre site internet télégrenoble.net. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.